Eh bien, merci de nous retrouver pour ce 4e épisode du podcast Athletic Run. Sachez que vous pouvez réagir en direct sur le Facebook Live de l'enregistrement de ce podcast, via notre page Athletic Run. Donc, pour le prochain numéro, n'hésitez pas à vous abonner à la page Athletic Run et vous aurez toutes les informations pour assister à cet enregistrement. Alors la dernière fois que nous avons fait notre podcast avec Sylvain Bazin, nous avions parlé du Marathon des Sables et aujourd'hui on reçoit Christophe Martin. Bonjour Christophe. Bonjour. Et merci de participer à cet enregistrement. Donc il revient tout juste du Marathon des Sables. Hein. Ça va, t'es un peu récupéré? Oui, ça y est. Ça va, bon, ça commence il va pas s'endormir en cours de ce podcast. Et donc il nous partagera l'expérience qu'il a eue pendant cette semaine dans le désert. Et puis bien sûr, j'accueille aujourd'hui Sylvain Bazin. Bonjour Greg. Bonjour Sylvain, notre expert qui va nous parler un peu plus de ce Marathon des Sables. Alors, et en plus, je crois que tu l'as couru aussi. Hein. Oui, alors j'ai couru une seule fois, c'était en 2012. C'est une course qui était d'ailleurs assez différente des courses par étapes que j'ai pu faire un peu partout dans le monde, parce que c'est quand même une organisation beaucoup plus importante que les autres courses par étapes auxquelles j'ai pu participer. Alors ça reste effectivement une course dans un milieu extrême, dans le désert, mais c'est quand même une grosse machine aussi au niveau de l'organisation, et pour moi c'était quand même une expérience assez particulière, mais on y reviendra avec Christophe. Moi j'ai quand même été assez marqué par le fait de courir dans le désert, mais avec un millier de personnes autour de moi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non. Effectivement. Alors si on veut revenir un peu sur l'histoire du Marathon des Sables, et même plus généralement de ces courses par étapes, parce que le Marathon des Sables reste quand même une des courses pionnières dans ce type de course-là, et même dans le trail, si on élargit et si on considère que le Marathon des Sables est un trail, c'est un débat, voilà, qu'on va pas soulever aujourd'hui. Non. Et si on revient sur les courses par étapes, elles sont un peu apparues à la fin ou au milieu des années 80. Alors il y a eu pas mal de choses autour d'un circuit de course qui avait été créé par un organisateur suisse qui s'appelait Gilbert Hirschi. Lui, il avait créé une Coupe du Monde des super marathons, qui était en fait des courses un peu sur le même principe que le Marathon des Sables, donc en autosuffisance alimentaire. Hein, les gens portaient leur sac avec tout ce qu'il leur fallait sur la semaine, puisque c'était des courses qui étaient également sur un format comme ça d'environ une semaine, avec les étapes pouvaient varier, hein, ça pouvait être à peu près un marathon par jour à peu près. Parce que finalement la référence au marathon, c'est pas le marathon tel qu'on le connaît sur route avec 42 km et des poussières. Non, là c'est effectivement des courses marathon dans le sens de courses de longue distance. Donc là, le Marathon des Sables, c'est typiquement 250 plus ou moins, hein, selon les éditions, kilomètres en 6 à 7 étapes. Et puis les courses que j'évoquais aussi, les courses de Gilbert Hirschi, des autres courses comme ça, c'était effectivement des courses à peu près de 250 à 320 km en une semaine, donc et en pleine nature évidemment, voilà. Donc c'est effectivement pas vraiment des marathons sur route, mais le terme marathon, déjà à l'époque où ça s'est créé au milieu des années 80, c'était quand même le terme consacré encore pour parler de courses de fond. Et puis c'était effectivement pour le Marathon des Sables, ça tombait sous le sens. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de pays, et notamment au Maroc, où dès qu'on parle de courses de fond et de courses qui se déroulent en dehors d'un stade, ça a beau être dans du sable, dans des cailloux sur 250 km, les gens ils vont vous dire tu fais le marathon quoi. D'où l'expression c'est un véritable marathon que de faire une chose assez pénible finalement. Exactement, oui, c'est dans la même idée, ouais. Et donc ces courses là, qui étaient organisées par cet organisateur suisse, avaient quand même un peu un certain succès. Alors ils étaient pas très nombreux, hein, c'était toujours entre 20 et 50 participants. Ouais, on est loin du millier d'aujourd'hui. Voilà, on est très très loin du millier de concurrents du Marathon des Sables, mais il y avait quand même un certain écho dans la presse, notamment la presse spécialisée. Moi j'ai retrouvé pas mal d'articles, et puis je me souviens aussi d'articles sur les premiers jogging international que j'achetais. En général, tout à la fin du magazine, il y avait des choses pour faire rêver les gens, et notamment ce type de course et le Marathon des Sables qui est apparu à peu près
au même moment en fait que cette Coupe du Monde ultramarathon qui s'est un petit peu qui s'est étiolée et puis l'organisateur a arrêté. Et donc finalement dans ce type de course par étape, on va dire au tournant des années 2000, il y avait un peu plus que le marathon des sables de vraiment important, même si après il y en a eu beaucoup d'autres aussi, mais qui restent quand même des courses quand même beaucoup moins phénoménales en termes de participation, des choses avec où on retrouve plus classiquement plus 20, 30, voilà, plus confidentiel. Ouais, avec un esprit aussi plus familial, c'est ce qui ressort souvent d'ailleurs de ce genre de course, un certain esprit qui se développe entre les concurrents qui partagent vraiment une expérience unique. Ouais, complètement. Alors c'est sans doute d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai vécu dans beaucoup d'épreuves où on est que 20, 30, forcément on passe une semaine, voire un peu plus ensemble, dans des conditions difficiles, on souffre, on est mal logé, on dort mal, etc. On mange ce qu'on peut, donc forcément ça crée des liens. Et alors c'est vrai que sur le marathon des sables, avec le nombre de participants, c'est un petit peu plus dilué. On va partager davantage avec les gens qui partagent la tente, quelques personnes avec lesquelles on court, évidemment les quelques personnes qu'on connaît avant le départ, mais il y a moins évidemment cet esprit de groupe qui se forme sur un petit groupe. Mais en fait, ça n'a pas toujours été comme ça, puisque le marathon des sables, c'est parti aussi d'une organisation finalement petite et confidentielle aussi. Alors en fait, Patrick Bauer, l'organisateur du marathon des sables, à l'origine c'est un passionné de désert. Lui, il avait entrepris une traversée du Sahara, enfin une grande marche dans le Sahara de 340 km en 1984, tout seul, en autonomie. Il avait un sac de 30 kilos, il trouvait de l'eau quand il pouvait, il avait évidemment toute sa nourriture avec lui, donc c'était une véritable aventure, une véritable épopée. Et puis du coup, il se dit je vais organiser quelque chose dans le même esprit. Et 2 ans plus tard, en 1986, donc il lance le marathon des sables, le premier marathon des sables. Et là, ils sont que 23 au départ, donc c'est quand même très très peu, et ça reste très confidentiel. Mais bon, le concept frappe déjà les esprits, de 240 km, l'autonomie, le désert, et puis Patrick Bauer a cette habileté stratégique d'avoir des relations médias. Il commence à y avoir des journalistes qui vont rapidement s'intéresser à cette course. Et puis également aussi, il va charger les concurrents qui viennent un petit peu de pays différents de devenir aussi ses agents dans chaque pays. Donc du coup, le marathon des sables va vite se diffuser et connaître quand même un succès relativement rapide, puisqu'en 1996 en 89 pardon, ils sont déjà 170. Donc oui, ça devient déjà une course beaucoup plus importante. Il y a également, le Maroc est quand même assez intéressé également, va aussi être un partenaire assez intéressant et intéressé. Le Maroc comprend tout de suite qu'il y a, au niveau touristique, ça va générer quelque chose, et puis il y a un intérêt local pour ce type de course, et c'est relativement facile d'avoir les autorisations, tout ça, enfin même si Patrick Bauer a certainement dû démarcher, mais c'est sans doute plus facile que dans d'autres pays. Hirschi, par exemple, lui, le Suisse dont je parlais tout à l'heure, il a organisé dans le Hogar, beaucoup en Algérie, donc là forcément c'est devenu rapidement plus compliqué avec la situation géopolitique. Il a organisé au Népal, c'est également un peu plus compliqué parce que c'est loin. Voilà, les courses népalaises se sont aussi développées, mais pas dans des proportions aussi importantes que le marathon des sables. Et donc là, il y a eu déjà une particularité de ce marathon des sables finalement très vite, parce que 170 c'était déjà énorme, et finalement si je prends les références que j'ai moi sur d'autres courses par étapes à travers le monde, même actuellement, il y en a très très peu qui font 170 coureurs finalement. Donc voilà, le succès vient très vite, relativement vite. Le marathon des sables se démarque par sa popularité. Ouais, complètement. Et puis voilà, il y a on en parle dans des médias plus généralistes. Il y a VSD qui vient, il y a l'équipe. C'est pas uniquement le jogging international qui va s'intéresser à ce phénomène-là. Et puis voilà, il va y avoir aussi une attirance et un succès dans des marchés, notamment anglophones. On sait que maintenant les Anglais attendent 5 ans sur liste d'attente pour participer au MDS, mais ça a pris relativement vite
en Angleterre pour le. Ouais, sur le plan, ça rayonne aussi au niveau international. Ouais, complètement. Mmh. Et également, ce qui va faire rayonner aussi la course au niveau international, c'est les participants devant, puisqu'il y a tout de suite une bonne bagarre et un bon niveau sportif devant, avec des athlètes qui viennent quand même quasiment dès les premières années de pays différents. On se souvient qu'il y a un Russe qui remporte plusieurs éditions, juste avant qui s'appelait Dersen, et juste avant les premières victoires des frères Hansal. Il y avait des Espagnols, des Français qui se bagarraient quand même devant. Donc il y a déjà eu tout de suite un haut niveau sportif devant qui a fait aussi, qui a tiré cette épreuve vers le haut. Puis alors ensuite, il y a eu évidemment l'apparition des frères Hansal, qui ont une histoire tout à fait particulière avec le marathon des sables, puisque les frères Hansal, ils sont originaires vraiment de la région. Hein, c'est des enfants du désert et de Zagora, où se déroulaient d'ailleurs plutôt les premières éditions et étaient plus proches de Zagora. Donc Lassène, qui lui faisait déjà de la course à pied, déjà de l'athlétisme, il avait eu la chance même d'être sélectionné dans les sélections juniors du Maroc. Donc il avait fait des stages d'entraînement à Marrakech, tout ça, qui s'était pas forcément super bien passé pour lui, mais enfin il pratiquait déjà, et puis il voyait quand même depuis gamin ces coureurs parcourir le désert, ça l'intriguait, donc il est allé voir, et puis l'année suivante il est revenu avec son sac et tout, et puis il a dit ouais, moi je veux courir. Alors bon, l'organisateur lui a dit non, il faut s'inscrire et tout, je peux pas, là tu peux peut-être faire l'étape si tu veux, mais écoute, non, reviens l'an prochain, on essaiera de te trouver des sponsors, et puis tu pourras revenir et t'inscrire. Et puis finalement la promesse justement de Patrick Bauer a été tenue, et en 1992 la Seine a pu prendre le départ pour la première fois du marathon des sables. Donc c'est vraiment le premier local aussi à faire ce marathon des sables. Mais bon, il va pas se contenter de participer, puisqu'il va également la gagner. Alors pas tout de suite, hein. Sa première participation, il va faire une belle place d'honneur. En 1996, il revient, et là il est rejoint par son frère Mohamed, qui lui aussi avait commencé. Alors ils ont des parcours de coureurs à pied un petit peu différents au début, hein. Mohamed n'a pas fait les sélections juniors du Maroc, etc. Mais bon, ils ont ces deux frangins très doués, et qui se sont fait quand même aussi remarquer dans les courses régionales avant de participer au marathon des sables. Et Mohamed va également participer donc en 1996, donc c'est la première fois qu'il y a les deux frères Hansal qui participent au marathon des sables. Et en 97, c'est la première victoire de la Seine. Donc là c'est déjà une saga en fait qui va commencer, puisque les frères Hansal vont gagner les 15 éditions suivantes. Il y aura 10 victoires pour la Seine et 5 pour Mohamed. Donc également au Maroc, de par les victoires des frères Hansal, la popularité de ce marathon des sables devient vraiment très très importante. C'est très relayé dans les grands médias marocains, dans les télévisions locales aussi. Enfin, il y a vraiment, locales, disons nationales au Maroc. Et donc, typiquement, les frères Hansal, ça devient des sportifs connus de l'homme de la rue au Maroc, ce qui provoque quand même aussi une notoriété vraiment importante pour le marathon des sables. Et avec ça, en plus, le marathon des sables s'ancre vraiment dans le pays, finalement. Dans le pays, tout à fait. Et puis dans la région, dans le sud marocain et tout ça. Bon, il y a en plus des actions qui sont développées par l'organisation, notamment une école de femmes à Ouarzazate, qui va être subventionnée par le marathon des sables. Il y a pas mal d'actions qui font que le marathon des sables est vraiment quelque chose de très très populaire dans le sud marocain, et particulièrement dans la région de Ouarzazate et de Zagora. Et en plus, c'est vrai que le niveau sportif est quand même de plus en plus élevé. Et puis les frères Hansal résistent un peu à tous les coureurs qui sont venus d'Europe notamment, et même aussi d'autres pays du Maghreb ou d'un peu plus loin, de Jordanie notamment. Et voilà, ça crée une belle bagarre. C'est dû juste à la performance, ou est-ce qu'il y a aussi au niveau des primes Alors les primes, elles sont pas si importantes que ça. On va dire que par rapport aux frais d'inscription qui sont jamais offertes aux Marocains, la prime, elle est pas, elle est importante pour un Marocain de Zagora. C'est sûr que ça va lui assurer quand même un revenu annuel, on va dire, mais c'est pas non plus quelque chose de faramineux. On est très très loin je sais plus exactement la prime
à l'heure actuelle, mais bon, c'est dans les 6 ou 7 000 euros, quelque chose comme ça. On est très très loin d'une prime d'un grand marathon international type Paris avec 100 000 euros, où là, effectivement, le fermier kényan qui gagne, il peut voir venir. Mais là, c'est quand même pas si important que ça. Ça permet de vivre au Maroc. Donc c'est vraiment l'image du marathon des sables qui attire la performance et les sportifs finalement. Ouais, complètement. C'est davantage le prestige que la prime. Et alors bon, il y a quand même de plus en plus ensuite de gens venus même de la route, puisque là ces dernières années, il y a quelques anciens très bons marathoniens. Il y avait l'Espagnol Martinez qui a été champion d'Europe du 10 000, vice-champion d'Europe du marathon, qui a fait 4e d'ailleurs, quand même plutôt pas mal. Il y a le Marocain très 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 fort, un peu en fin de carrière, mais enfin qui a un record à 2h06 qui était encore présent cette année, qui a pas finalement très très bien réussi, mais bon, il a quand même fini aussi sur le podium les années précédentes. Donc maintenant c'est une course où il y a quand même un gros niveau, en tout cas sur les 30 au moins les 30 premières places. Et pour la petite histoire aussi, la saga de Zagora se poursuit à l'heure actuelle, puisque maintenant c'est Rachid El Morabiti qui était un peu un voisin d'ailleurs, c'était le voisin d'en face des Ansal à Zagora qui a un peu repris le flambeau et qui a gagné là il en est à sa 5e victoire cette année, quoi. Et alors effectivement, en parallèle de ce niveau sportif qui a augmenté, le niveau, enfin le nombre de concurrents n'a cessé un peu de croître, et il y a toujours un succès qui se dément pas, même si c'est vrai que le trail est de plus en plus connu et pratiqué partout, mais c'est vrai que le marathon des sables conserve toujours un prestige particulier, effectivement. Et Christophe, du coup, on va un peu rebondir sur ton expérience. Comment ça s'est passé ce marathon des sables? T'as fini sur le podium? Ah non, j'ai fini assez loin du podium quand même, plutôt milieu de classement, puisque j'ai dû finir, alors j'ai plus ma place exactement en tête, mais entre 635 et 670 dixièmes sur 1200 participants. 1200 participants, ouais, un peu plus que à peu près 1200 participants, c'est ça, sachant que sur le marathon des sables, il y a très peu d'abandon. C'est vraiment une course en fait où les gens. Mais il faut pas abandonner d'ailleurs, parce que alors quand moi je me souviens que la première année que quand on abandonne. La première année que je suis venu, c'était en tant que journaliste. J'avais pas couru, et du coup tu vois les abandons, quoi, donc qui sont un peu traités pas si bien que ça. D'ailleurs, c'est assez triste, quoi. Ils sont un peu dans leur truc là, ils ont le droit de manger là, de rester avec leur. Ils récupèrent pas vraiment leurs affaires. Faut savoir qu'on est 8 partantes, donc il y a quand même après une certaine union. Donc quand il y en a un qui s'en va, c'est un petit peu malheureux. Et c'est vrai qu'il est mis un peu de côté, et on les renvoie directement en fait sur Ouarzazate. Faut savoir ça dépend. Maintenant, maintenant ils sont renvoyés directement sur Ouarzazate. C'est pas plus mal. Où ils doivent se loger aussi tout seuls à un moment donné, en attendant que les autres reviennent. Donc c'est pas forcément facile pour eux aussi de voir tout le monde revenir après. Oui, temps et tout ça. Non, c'est pour ça. Mais les délais aussi sont très larges. Les délais sont très larges, c'est-à-dire que oui, au niveau des barrières horaires, faut savoir que le marathon des sables, c'est quand même une course qu'on peut faire également en marchant. Au niveau des barrières, c'est très très large. Donc c'est quand même accessible, j'ai envie de dire. Pas à tout le monde, mais c'est quand même assez accessible à ce niveau-là. Il faut quand même un minimum d'expérience. J'imagine que tu courais un peu avant de participer au marathon des sables. Exactement. Donc moi j'ai quand même participé à pas mal de trails. Bon, je suis organisateur de trail également à côté. Et c'est vrai que j'avais déjà fait du long, donc les étapes longues, c'est quelque chose que je connaissais. Voilà. Donc, et sur étape? Alors sur étape, non. C'était la première expérience. Sur étape, c'était la première expérience. La seule étape que j'ai faite, c'était au bivouac. Donc c'est une nuit, donc c'est un petit peu différent, mais aussi long sur une semaine en fait, non, jamais. C'était la première fois. C'était la première fois. Alors c'était un petit peu une crainte de se dire comment j'allais redémarrer chaque jour. Est-ce que c'était aussi simple, sachant que les étapes, la première étape fait à peu près 30 km, la deuxième on était sur 39 km, la troisième 35, et puis là on attaque la quatrième étape qui est à 86 km, donc on a déjà fait 100 km auparavant.
Et on fait une 86, et puis derrière, on fait un marathon. Vraiment un marathon, là, qui est 42 km. Maintenant, c'est la dernière étape, le marathon, c'est ça? Alors, c'est la dernière. Il y a une étape solidarité ensuite, qui ne rentre pas dans le classement général, mais qui doit être faite quand même pour valider, oui, tu es quand même obligé de la faire. T'es obligé de la faire pour le plaisir. Pour mériter ton titre de finisher, en fait. Voilà. Elle est obligatoire. Mais c'est vrai que mais ça reste la dernière étape, là, c'était 7 km. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, la dernière étape solidarité se fait en plus, tout le monde marche, rediscute, refait un petit peu son marathon. Ça se fait très très cool. Nous, on l'a mis, je crois qu'on a mis presque 1h30, 2 heures pour la faire. C'est vraiment très très cool. Voilà, tout le monde prend les dernières photos, on profite un petit peu. C'est l'étape de décrassage un peu. C'est un petit peu ça. Mais ça c'est bien. Enfin, ça a changé parce qu'avant il y avait une véritable dernière étape de 20 km à peu près. C'est ça. Où là pour le coup ça courait à toute berzingue puisqu'il fallait finir et vite et tout. Mais donc là elle est chronométrée mais elle ne rentre pas dans le classement. C'est un chronométrage à part. Donc voilà. Donc c'est vrai que redémarrer comme ça chaque jour, en fait, ça a pas été si dur que ça. J'ai trouvé ça même, j'ai envie de dire, plus facile, je parle physiquement, que par exemple la Diagonale des Fous, sur laquelle on se repose beaucoup moins. Là, on a quand même un temps de repos qui est assez important. Faut savoir que sur les étapes, moi j'arrivais à peu près, il était 15 heures en dehors de la longue. Donc ça laisse quand même l'après-midi et toute la nuit pour pouvoir se reposer. Donc c'est vrai qu'on a une récupération qui se fait quand même et on peut repartir, moi j'ai trouvé assez facilement le matin, tant qu'on n'a pas de problème. Pas de problème, ça va. Voilà. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de 15h jusqu'au lendemain Alors, c'est pas un peu long dans le désert comme ça? Alors sur les premières étapes, c'est vrai que on s'installe, on discute avec les copains, voilà, comment ils ont trouvé l'étape. T'avais pas emporté le jeu de cartes? Non, j'avais pas emporté, j'avais vraiment emporté le minimum ne connaissant pas encore, voilà. Mais on s'aperçoit qu'il y en a qui emmènent de tout, hein. C'est vrai qu'il y a de tout, hein. Et on s'occupe, on discute. Après, la nuit tombe assez vite, donc souvent on se fait quand même à manger. On essaie de se faire à manger, commencer à faire à manger avant que la nuit tombe, parce qu'après c'est à la frontale, on est directement avec notre réchaud à côté, donc et après on se couche. Je dois reconnaître qu'on se couchait assez tôt, c'est-à-dire qu'une fois qu'il fait nuit, on n'a plus grand-chose à faire. Vers quelle heure? 17h? Non, peut-être pas, mais 20h, c'est vrai qu'on était facilement au lit. On regarde son roadbook également, on regarde l'étape du lendemain, on est en train d'analyser un petit peu, se dire voilà, qu'est-ce qui nous attend. Et quand on est blessé, après, on se fait soigner. Et là, ça peut occuper tout l'après-midi. Ça peut prendre du temps. Parce que on peut faire la queue. Ah, c'est ça, il y a du monde. C'est ça, au fur et à mesure des étapes, je pense qu'il y a plus. Alors voilà, aux premières étapes, ça va à peu près. Et puis, faut savoir qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus quand même de blessés. J'ai envie de dire au niveau des pieds, hein, c'est surtout les ampoules. Donc moi, j'ai eu le cas quand même d'avoir des ampoules également. J'en ai pas mal à un moment donné. Je suis arrivé entre 10 et 15 ampoules. Oui, pas mal. Plus que les orteils. Voilà, tout à fait. Et donc, à un moment donné, on va au poste médecin le soir. Et c'est vrai que là, moi, à un moment donné, je suis arrivé. Alors, on a un ticket. On nous donne un ticket, un petit peu comme la file d'attente. On arrive, on a son ticket. Et là, on voit son numéro. On est, moi, j'étais au 350e. Numéro 350, ils appellent 280. Ah oui. Donc j'avais 70 personnes devant moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai attendu quand même 2h30 à peu près. Il y avait le temps de préparer le réchaud, tout ça avant. Alors, le problème c'est qu'on n'est pas sous notre tente, on est au niveau médical, donc on attend et on a faim, donc on revient des fois chercher à manger dans sa tente pour la tente, voilà. Donc ça peut occuper l'après-midi, ça, à un moment donné, voilà. Donc ceux qui sont blessés ont moins de temps également pour récupérer. C'est vrai que c'est un peu plus dur. Et toi, t'es passé régulièrement à la tente parce que souvent on se fait une idée du marathon des sables avec justement les orteils qui. Alors moi je suis pas passé la première fois. Après j'ai commencé, à partir de la deuxième étape, j'ai commencé à faire un tour. Alors faut savoir qu'en fait sur chaque étape il y a des CP également sur lesquels on récupère notre eau qui nous est fournie au fur et à mesure parce que on part en fait en autonomie complète sauf pour l'eau qui nous est fournie. Et l'eau est fournie le matin avant le départ. Et ensuite, il y a différents CP sur les courses. Suivant la distance, il y a plus ou moins de CP. Et à chaque CP, on récupère 1 ou 2 bouteilles, à peu près. Donc, sachant que tout le monde a le même nombre de bouteilles. Et sur ces CP, il y a également des médecins, donc on peut se faire soigner aussi. Alors des fois, ça vaut le coup de se faire soigner plutôt sur SCP parce qu'il y a moins de monde qui à l'arrivée. Effectivement. Donc, ça, j'ai déjà décompté quand même. Mais le temps est décompté. Voilà. Bon, après, ça dépend si on joue, ça dépend quelle place on joue. Si on y va simplement pour terminer ou si on joue la première place. C'est vrai. Donc c'est vrai que moi, je me suis arrêté plutôt sur un CP une fois en me disant, il y aura moins de monde que sur le camp de base. Et j'ai bien fait parce que je pense que j'ai gagné au moins
pas du temps sur le chrono, mais du temps de repos, exactement. En farniente. Tout à fait. Et du coup, c'est les pieds qui t'ont posé le plus de soucis. Alors pas forcément au début. J'ai été assez surpris par le poids du sac. En fait, je me suis fait un peu avoir là-dessus. Je m'attendais pas. Bon, j'avais un sac qui faisait 9,8 kg. Alors, faut savoir que le sac doit au minimum faire, je crois, 6,5 kg et au maximum 15 kg. Ouais. Oui, t'étais à peu près dans les normes. Hein, voilà, ça tourne entre 8 et 10 kilos, je vais dire, pour des gens qui n'ont pas forcément fait le marathon. Oui. Pour qui c'est une première, voilà. Donc, une fois le sac, en fait... c'est compliqué quand même. Pardon ? Courir avec 9 kilos sur le dos, tout à fait. Et en fait, à l'arrivée, mais j'avais les épaules qui étaient en feu. Ah oui. Alors, j'ai cru que j'étais complètement ouvert, mais non, pas du tout, j'avais pas eu de frottement, mais simplement le poids du sac faisait que je pouvais plus toucher les épaules. Ouais, ça coupait un peu la circulation. Et dès le lendemain, en fait, le départ, remettre le sac, ça a été très très dur. Donc, j'ai été obligé à ce moment-là de faire un bricolage de fortune, c'est-à-dire que j'ai découpé mon tapis de sol et j'ai renforcé les bretelles, en fait, pour faire des bretelles plus épaisses. Ça doit être très directement, très avec élégant, du strap, voilà, puisque, on n'a plus rien sous la main. Donc j'ai renforcé un petit peu, mais il faut savoir que sur les étapes, après j'étais obligé même de soulever le sac en mettant mes mains dans le dos pour éviter que ça appuie trop sur les épaules. Et ça, j'ai dû attendre quand même la quatrième étape, la longue, d'être un peu plus light pour moins le sentir, et puis forcément on s'habitue aussi. De vider aussi le ravitaillement tout à fait. De toute la semaine. Exactement. Oui, parce que là, à l'arrivée, ton sac, il est léger, quoi. Oui. Mais en fait, je trouve qu'on s'en rend pas si compte que ça, parce que on a la fatigue en plus, l'habitude, donc on fait plus attention, en fait, au sac. Même s'il s'allège, c'est plus facile à ranger, par contre, tous les matins. Ah oui, c'est ça. Ça rend plus facile. Exactement. En litrage, t'es avec quoi? Le sac, là? Ouais, le sac. J'étais sur un sac de 20 litres, là. Ah oui, c'est petit quand même, 20 litres. 20 litres. 9 kilos dans 20 litres. Voilà, 20 litres plus une poche frontale. Ah oui, non, c'est quand même et du coup, je vois que tu as ramené un peu d'objets exactement. Un peu bizarres. Alors, voilà, qu'est-ce que t'avais là ? Quelques objets pour vous montrer un petit peu. Alors, il faut savoir, ça c'est une carte en fait. Donc ça, c'est la carte qui nous est fournie. Au début du marathon des sables, donc on a un très beau petit. Ça servira pour le forfait de ski. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Alors... Et on a deux cartes en fait qui sont très importantes qu'il faut pas perdre. Il y a une carte qui concerne toute la partie médicale, et puis il y a une carte pour les CP et pour récupérer l'eau. Donc il faut savoir qu'on se fait poinçonner cette carte tous les jours. C'est obligatoire. Hein. On n'est pas obligé de prendre son eau, mais on est obligé de la faire poinçonner. Donc on a chaque jour en fait de dessiner dessus. Hein. Et puis on a au départ la quantité d'eau qui va nous être fournie. Comme ça tout le monde est logé à la même chaque enseigne. CP, tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais, exactement. Pas de triche possible. Non, tout à fait. Alors, il y a quand même une étape qui est importante, c'est la longue. On voit qu'il y a une petite canette. Alors, on voit pas ici, mais il y a une petite canette de dessiner parce qu'on a le droit à une petite canette à ce moment-là de coca ou de bière. C'est bien appréciable. Exactement, tout à fait. C'est 20 centilitres. Ça, dans mon souvenir, c'était pas non plus. Voilà. Ah, mais c'est des trucs qui font plaisir. Exactement. Oui, c'est vrai. Et après, il y a la carte médicale. Donc, c'est un petit peu le même système. Donc, voilà, moi, ça, c'était le premier jour. Donc, elle est pas poinçonnée. Et après, elle commençait à être trouée. Alors, il y en a qui repartent, nickel. Il y en a qui sont plus ou moins poinçonnés, sachant qu'il y a les antalgiques, les soins, consultations, etc. qui sont dessus. Voilà. Et donc cette carte, elle permet, quand tu rencontres quelqu'un du service médical, de savoir un peu ce Alors il sait, si t'es déjà venu, pourquoi t'es venu, à quel CP, ça permet d'avoir un petit contrôle, de savoir où t'en es, si ça fait plusieurs fois que tu reviens, qu'est-ce qu'on t'a donné déjà, est-ce qu'on t'a donné des antalgiques ou pas, c'est un suivi médical un petit peu. Ouais. Ensuite, dans les autres choses, pour vous montrer un petit peu qu'on essaie de prendre des objets qui sont les plus petits possibles. Ça, c'était c'est le réchaud. Oui, c'est voilà, donc ça, c'est le tout petit réchaud sur lequel on vient mettre forcément sa gamelle comme ça, et on met une pastille en fait dessus, petite pastille genre un peu comme un allume-feu, directement qu'on vient allumer. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça prend vraiment pas de place. C'est le plus light. Parce qu'il faut savoir qu'on essaye d'avoir quand même le sac le plus léger possible. Hein. Le grand jeu, c'est de peser en fait avant le départ. Tout le monde fait ça au marathon des sables, de peser tous ces objets pour se dire je vais essayer d'avoir le sac le plus light possible. Donc voilà, donc on a tout pesé. Bon après tout ce qui est aspi venin,
miroir, etc. Ça, c'est des choses. En fait, il y a du matériel qui est obligatoire également au Marathon des Sables. Miroir, c'est pour te refaire une petite beauté de temps en temps. Alors ça tu peux aussi, tu peux te regarder dedans, voilà, mais c'est un miroir de signalisation, ça, si jamais on est alors perdu. là, c'est toujours pareil, ça. Savoir comment ça s'utilise. Non, et puis alors pourquoi ? Parce que dans le désert, tout scintille, donc avec ton miroir, je pense que tu vas pas rien faire. Alors, les pastilles de sel, ça c'est quelque chose d'essentiel. Ah, parce que moi au départ, je pensais que tu allais nous proposer un peu de drogue. Non, pas du tout. Donc ça c'est les petites pastilles de sel, un petit sachet, voilà, toutes petites pastilles. Ça, faut savoir qu'il faut en prendre régulièrement. Donc l'organisation nous fournit des pastilles. On est à peu près à 2 pastilles. Moi, je prenais 2 pastilles par heure. Ça évite parce qu'on perd énormément de sel quand même, donc ça évite la déshydratation également. En plus des pastilles, moi je buvais à peu près entre 6 et 9 litres d'eau par jour. Donc, ah oui, quand même. Tu consommais beaucoup quand même. Voilà. Moi je buvais pas mal. Et donc les pastilles, il faut les prendre régulièrement, sinon, alors on nous le rappelle souvent, sinon on risque d'être déshydraté. Et puis, alors ça, je voulais ramener un petit peu pour le folklore, parce que Sylvain se marre, parce qu'il sait ce que c'est. Voilà. Faut savoir, faut le dire franchement, quoi, c'est des sacs à caca. Ah bah super. Alors, voilà. Bon appétit. Donc ça, c'est des sacs, faut savoir, voilà, quand on arrive sur le camp de base, on nous donne tous les soirs nos petits sacs. Il y a les petites tentes avec une espèce de cuvette sous forme de siège, avec un trou, on met son petit sac, on fait son affaire, on plie son sac et on met dans une poubelle parce qu'il n'y a pas de toilette, pas d'eau, pas de toilette sèche ni rien. Ah ouais, c'est un peu comme au camping avec le rouleau de papier cul, là on y va avec. C'est ça, exactement, avec son sac et son rouleau de PQ aussi. Parce que si t'as que le sac, t'es embêté. Ouais, on est un peu dans le caca. Hein. C'est ça, exactement. Ça. D'accord. Et du coup, courir dans le désert, enfin, vous l'avez déjà fait. Moi, je me pose un peu des questions. C'est pas un peu monotone, tout ce sable à perte de vue pendant toute la journée? Moi, c'était ma crainte un petit peu de me dire, bon, ça va être un peu toujours la même chose au niveau des paysages. Et là, j'étais assez surpris parce que c'est très très différent. On a des couleurs qui sont très différentes. Moi, j'ai trouvé, on a des dunes, on a des djebels, on a des lacs, de sel. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça assez dur parce que là, c'est très très long. On peut se retrouver avec des kilomètres et des kilomètres en plat, en ligne droite. Et on se rend pas forcément compte des distances parce qu'on voit assez loin dans le désert. Donc c'est vrai qu'on peut voir un djebel en face, il est à 6-7 km, on a l'impression qu'il est pas loin. Et avant de l'atteindre, on met un petit moment quand même. C'est pire que le marathon du Mont-Saint-Michel où on voit l'arrivée, c'est ça? Alors je l'ai jamais fait moi, mais je sais qu'on voit l'arrivée. Voilà, effectivement, en étant au départ. Il y a des grandes perspectives sur le marathon des sables et moi j'avais trouvé que le parcours était quand même un peu monotone, avec beaucoup quand même un peu trop justement de ces grandes traversées de lacs et de plaines salées comme ça où il y a vraiment pas grand chose à voir et peut-être pas assez de djebel, pas assez de sable aussi, parce que finalement j'avais trouvé que c'était un marathon des sables, mais c'est surtout un marathon de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux. On court assez peu sur le sable. Finalement. Oui, c'est vrai. On a eu, nous, sur la longue, il y a eu une portion quand même de sable qui était assez fatigante là parce qu'on était sur 9 km entre 2 CP, les pieds dans le sable, et puis l'étape de fin puisqu'on était du côté de Merzouga, tout à fait, où là il y a des dunes magnifiques, mais on était sur l'étape de Solidarité, c'est vrai. D'accord. Donc il y a quand même des passages dans les dunes aussi. Oui, tout à fait. Oui, il y en a quand même. Oui, complètement. Bien fatigant. Après, voilà, alors c'est marrant parce que les dunes, c'est pas toujours du sable mou. Hein. On se rend compte, on a l'impression qu'on va s'enfoncer, mais il y a des parties très très dures avec le vent. En fait, ça s'est durci. On regarde toujours où on met le pied. On se dit là, quand je vais poser mon pied dans le creux de l'autre, ça va tenir. Voilà, on espère toujours que ça se dérobe pas pour pas perdre. Et on a des superbes descentes également. Alors ça, on s'est bien amusé également. On a des grandes descentes de sable. Ça, c'est assez sympa à descendre à fond. Ah bah là, on peut se lâcher, effectivement. Pas trop de sable qui rentre dans les chaussures? Non, avec les guêtres. Alors, on a des guêtres au niveau des chaussures. Et c'est vrai que moi, j'avais pas trop de sable qui est rentré dans les chaussures. J'ai trouvé que ça protégeait plutôt assez bien. Assez bien, bien. Tout à fait. Et pourtant, le sable est fin. Hein. C'est vraiment pas le même sable que chez nous. Il est très très fin, assez rouge, mais... non, Est-ce que tu as souffert de la chaleur? Alors, pas tant que ça. Il a fait chaud quand même sur une étape, puisqu'on a eu une étape à 46 degrés. Ah bah comme nous. Ah non, c'était 3 degrés, pardon. 46 degrés, alors on s'en rend pas toujours compte, parce que en plus, c'est très très sec. Hein. Il n'y a pas d'humidité, donc contrairement à une chaleur un peu humide, où là, on le sent plus, je me voyais pas transpirer tant que ça. Après, je m'en rendais compte, parce que quand je prenais ma bouteille de ravitaillement,
Au bout de 3 km, mes bidons, ils étaient à 30 degrés, quoi. Oui, l'eau était tiède dedans. L'eau est tiède. Et là, c'est dur. Faut boire quand même, mais on boit de l'eau tiède. Faut le savoir. Oui, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable, mais il y a que ça, donc il faut la boire. Ouais. D'accord. Et outre la chaleur, il y a aussi le soleil qui tape quand même. Ouais. Ça aussi, c'est supportable. Alors là, bon, c'est des crèmes solaires à mort. Alors c'est écran total à mort, lunettes et casquette, surtout pour moi. Quoi. Ouais, c'est-à-dire. Plus que profite pas de ta chevelure. Voilà, exactement. Donc non, faut se protéger, voilà. Alors après, c'est vrai que sur les tapelons, on est content quand arrive la nuit parce qu'on sent aussi à ce moment-là une baisse de température qui est assez agréable à un moment donné. On en profite un petit peu la nuit. Et puis le matin également où il fait assez frais. Alors il y a toujours aussi un petit vent quand même qui est là. Bon là, je sais pas si toi c'était le cas, mais moi c'est vrai que j'avais un petit vent quand même tous les jours, qui est pas désagréable. Alors faut pas qu'il soit trop important parce que ça peut être aussi des tempêtes de sable. On n'a pas eu de tempête de sable, nous on a eu cette chance là également. Mais ce petit vent est agréable et permet quand même un petit peu de se rafraîchir. Voilà, par moment. Par contre, quand il s'arrête, là ça tape. On sent tout de suite. Ça plombe. Ouais, tout à fait. Ouais. Et l'ambiance un peu sur le village du coup chaque soir, enfin dormir par terre. Alors c'est si rude que ça? Alors bon, si rude, moi j'ai envie de dire non, moi j'ai des années de scoutisme derrière moi, donc c'est des gens traînés voilà. C'est pas quelque chose qui me dérange, c'est plutôt plaisant. Moi j'aime bien ce petit côté. J'avais quand même emmené un petit tapis de sol, tout le monde n'emmène pas, mais dans ça peut être une bonne idée quand même. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas regretté, et puis c'est pas pour le poids qu'il y avait, je pense que j'ai eu un certain confort là-dessus qui était pas désagréable parce que ça a permis de faire aussi tes exactement. Bon, j'aurais découpé celui des copains, voilà, c'est pas grave. Discrètement pendant la nuit. Tout à fait. Et non, c'est une ambiance assez sympa, ça fait camp de base de soir, il y a à la fois, alors c'est regroupé par nationalité, il faut savoir au niveau du camp, donc les Anglais prennent une grande partie puisqu'ils sont plus de 400, les Français sont dans les 200, et puis après bon, ça décroît au niveau des nationalités, mais c'est vrai que c'est une ambiance assez sympa, on entend parler toutes les langues à droite à gauche, les gens viennent se voir, et puis comme on se retrouve toujours dans la même tente avec les mêmes, on a toujours les mêmes tentes de chaque côté, donc il y a une certaine tu connaissais déjà les gens qui étaient avec toi sous la tente Alors en fait, au début, quand je me suis inscrit, moi je me suis inscrit vraiment tout seul. Et j'ai eu la chance de retrouver des personnes, alors que je ne connaissais pas au début, mais qui habitaient dans le même département que moi, qui étaient venus déjà sur des courses que j'organisais. Donc voilà, donc on s'est regroupés à ce niveau-là, et donc on avait constitué notre tente avant. Tout à fait. Donc la tente, comment ça se passe? Il faut se battre c'est le premier arrivé, on choisit la tente ou c'est bien Alors défini? non, c'est pas mal fait, c'est-à-dire qu'en fait on constitue les tentes alors dans le bus entre Ouarzazate et le lieu d'arrivée. On nous demande si notre tente est déjà constituée, dans ces cas-là on met les noms dessus. Et une fois qu'on arrive sur le camp de base, on dit voilà, on a notre tente et un numéro nous est attribué directement. D'accord. Et ça, c'est pour tout pour tout le séjour, pour toute la course. Oui, t'as les mêmes personnes. Donc on a vu des tentes devant nous qui avaient commencé à 8, qui ont terminé à 2. Ah ouais, parce que j'allais dire. Avec les abandons, on a eu une tente qui était face à nous, au fur et à mesure, il y en avait de moins en moins. Et puis il faut avoir une bonne ambiance. Il y avait plus de place en même temps pour dormir. Oui, c'est vrai. Alors faut avoir une bonne ambiance, oui. Alors c'est vrai parce que les gens se connaissent pas forcément quand il y a des tentes de constituer. Puis même quand on se connaît, on n'a pas forcément vécu ensemble des aventures comme ça. Il y a la fatigue qui est là, donc des fois il y a des petits moments de tension où c'est vrai, on arrive, tout le monde s'est étalé, toi t'as pas de place, tu dis bon les gars la prochaine fois, voilà, faut laisser un peu de place, faut être organisé, faut être. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Nous ça s'est bien passé quoi. Il y a une. Ouais, tu gardes un bon souvenir de cette course. Ah complètement. Donc tu l'as refait l'année prochaine. Eh ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, il y a même un marathon des sables là, qui va se faire au Pérou fin novembre, début décembre. Bah voilà, ça me travaille un petit peu. Voilà, j'y pense parce que j'ai un bon souvenir. Et puis bon, moi dans mon cas en plus j'ai eu la chance quand même de me faire sponsoriser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que de ce côté-là. Parce que le budget, parce qu'on n'a pas parlé. L'inscription est chère. L'inscription est à 3 500 €. Auquel faut rajouter le matériel, voilà, donc son alimentation également, parce qu'en alimentation on mange du lyophilisé, on a tous nos plats lyophilisés, ce qui est pas donné non plus, voilà, toute cette partie-là. Moi j'avais un budget, j'étais parti alors assez large, mais sur un budget à peu près de 5 000 €. 5 000 €. Donc avec 5 000 €, on s'en sort. Ah oui, largement, même moins. Mais bon, après, voilà, on a déjà du matériel, ça nous permet de racheter du matériel un peu plus neuf ou des choses comme ça, mais tout à fait. Ok.
Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi mon souvenir du Marathon des Sables il est un peu particulier parce que j'avais quand même trouvé qu'effectivement le nombre comme ça, moi ça m'a évoqué un peu un camp de réfugiés de faire faire la queue pour l'eau le matin, la queue pour les chiottes, la queue pour pour se faire soigner les pieds, enfin. Du coup, j'avais trouvé qu'il y avait quand même une ambiance particulière et c'est vraiment une expérience particulière que j'ai pas eu sur d'autres courses. Après, j'avais trouvé ça quand même très intéressant, hein, même la vie du village, etc. C'était quand même, ça m'a presque davantage marqué que le parcours en lui-même. Bon, j'étais pas très en forme quand je l'avais fait et j'avais eu un peu de mal, mais bon, ça a resté quand même très finalement assez humain. Hein. C'est comme un grand trekking dans le désert parce que bon, on fait 250 km, on courotte et puis on marche quoi. Donc mais quand même ce nombre, cette organisation est assez énorme que j'avais découvert aussi de l'autre côté, puisque il y a tout le village de l'organisation, des journalistes, des médicaux, etc. Alors là c'est une ambiance complètement différente hein, d'ailleurs, parce que là ça c'est fiesta à peu près tous les soirs, on mange, on boit de l'alcool, etc. Donc ça faisait c'est pas la même ambiance. Ouais. C'était assez drôle d'ailleurs d'y aller une première fois en 2011 en tant que journaliste, donc j'avais vu l'envers du décor, et puis en 2012 j'avais participé. C'était assez drôle, mais cela dit c'est quand même une course. Oui, ça m'intéresserait quand même de la refaire. Justement peut-être pour vivre différemment l'expérience, et puis ça reste quand même une épreuve assez fascinante. Ouais, tout à fait. Donc qui est même impressionnante au niveau logistique. Hein. C'est assez bluffant. Hein. Faut savoir qu'il y a toujours un camp qui est monté en avance. En fait, il y a deux camps. Le camp est monté en avance, et quand il démonte, alors le matin en plus, quand on démonte le camp, c'est assez impressionnant. Hein. Les Marocains démontent à une vitesse incroyable, et puis ils arrivent à faire un cercle avec les tentes qui est presque parfait, quoi. Ouais, donc c'est sans repère, et quand on le voit du ciel, c'est très impressionnant. Ils sont très rodés, et c'est presque une ville qui arrive, parce que finalement il y a quand même en tout à peu près 2500 personnes qui sont là, et tous les soirs il y a 2500 personnes qui investissent un bout de désert. C'est impressionnant. Très bien, bon ça va être le mot de la fin quand même, parce qu'on pourra en parler des heures, je pense. Ouais, on va débattre. Merci Christophe d'être passé nous raconter un peu cette expérience. Ça donne envie, hein. Bah oui. Sylvain d'ailleurs il y retourne. Il est prêt, je sens bien. J'ai vu au Pérou avec au Pérou, voilà, on va y aller ensemble. Je ferai peut-être pas le même classement que toi. Non, c'est pas. Merci Sylvain encore une fois pour toute cette histoire du Marathon des Sables. Et puis merci à vous de suivre ce podcast et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois. On a enregistré ce 4e podcast un peu plus tard. C'est les ponts. C'est les ponts, voilà. On profite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Athletic Run, et puis à la newsletter pour recevoir toutes les news que publie Sylvain régulièrement sur l'histoire de la course à pied et du trail. Il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.